Donc nous voici de retour, la pause est terminée, donc de pause. Vous l'avez dit, mais voilà, comme nous avons un petit peu de retard, on rogne sur les moments de. Donc nous voici de retour pour cette seconde partie des assises de l'alimentation pour parler plus spécifiquement d'ancrage local et de ses opportunités finistériennes. C'est reterritorialiser son alimentation. Pour l'ouverture de cet atelier, je laisse la parole à Jacques Brulard, qui est directeur de l'aménagement, de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement au Conseil départemental. Bonjour Jacques. Bonjour. Ah, attendez, il y a un petit problème de son, Jacques. Une seconde, on va vous remettre le micro. Allez-y, je vous en prie. Toujours pas de son. Attendez, Jacques, s'il vous plaît, on a un petit problème de son, je sais. Ça y est. Voilà, je vois les renforts derrière. Allez, c'est bon, on y va. C'est bon, très bien. Donc voilà, je disais que je vous priais de bien vouloir excuser Michael Carnès qui n'a pas pu rester à l'ensemble de cet atelier consacré à la relocalisation de l'alimentation. Donc quelques mots introductifs en écho à l'intervention de M. Carnès, tout d'abord pour rappeler l'engagement du département du Finistère sur ces questions cruciales évidemment d'agriculture et d'alimentation. Donc à titre d'illustration, le département est engagé depuis 2016 dans un projet alimentaire de territoire qui agrège en fait un ensemble d'initiatives autour de l'alimentation et qui vise évidemment à rapprocher la production locale de la consommation locale tout en favorisant un accès à tous à une alimentation de qualité. Donc ce dispositif entend former, informer les Finistériens aux questions alimentaires, adapter les modes de distribution, développer la demande en produits locaux et favoriser l'adaptation des systèmes agricoles. Donc, le département a par ailleurs adopté en 2019, et Michael Carnès l'a rappelé, une nouvelle politique agriculture et alimentation, qui sera d'ailleurs présentée tout à l'heure, qui contribue à renforcer une agriculture performante, durable, au service d'une alimentation de qualité et s'adaptant aux nécessaires transitions, qu'elles soient énergétiques, alimentaires, agroécologiques ou citoyennes. Et le département, encore une illustration, est par ailleurs engagé autour de la plateforme AgriLocal dans une démarche qui vise à dynamiser l'achat de proximité par la restauration collective. Vous en aurez également quelques explications juste après. Donc, chacun le perçoit bien, l'alimentation, c'est bien plus que l'acte de se nourrir. Cette problématique de l'alimentation nous renvoie à des choix de société, à des visions politiques, à des comportements individuels de citoyens via des actes d'achat, à des choix de développement d'entreprise aussi pour les producteurs, et bien sûr à des stratégies publiques ou territoriales. Et c'est d'ailleurs pour bien comprendre ces stratégies territoriales alimentaires que le département a mené une enquête auprès des collectivités en 2019, des collectivités finistériennes, qui a permis de renforcer le diagnostic de la situation finistérienne et d'analyser le degré d'engagement des communes et EPCI dans ces approches alimentaires de territoire. Donc, cette enquête permettra au département d'accompagner au mieux, via son ingénierie et ses outils, les territoires engagés ou en voie de l'être dans leur démarche alimentaire. Donc, quelques éléments très rapides sur cette enquête que je vous invite à consulter. 85 collectivités de tailles différentes ont répondu, avec pour 50% d'entre elles une gestion directe de la restauration collective, en majorité à destination des écoles, mais pas uniquement bien sûr. Il est également intéressant de constater que pour 60% de l'échantillon, favoriser une agriculture de proximité et une alimentation de qualité à un prix adapté est une priorité, avec globalement une bonne appréhension par ces collectivités des perspectives de la loi Egalim. On aura un point aussi tout à l'heure sur la loi Egalim. Donc, que ce soit pour les collectivités engagées dans ces démarches liées à une alimentation de proximité, ou celles qui envisagent de le faire à court terme, les difficultés sont soulignées pour la moitié d'entre elles et le webinaire pourra apporter des réponses. Parmi les difficultés, on peut noter le coût de la denrée alimentaire, la méconnaissance de l'offre aussi, des problématiques de logistique et tout à l'heure, nous aurons aussi quelques solutions, en tout cas proposées via les expériences présentées par les collectivités.
On peut également noter que la qualité des produits, la sécurité alimentaire font partie des attentes majeures vis-à-vis des circuits courts. Donc là, un enjeu très fort également. Et enfin, les communes, les EPCI expriment des besoins d'appui ou d'accompagnement dans la mise en relation des producteurs et des acheteurs, la nécessité d'un appui pour engager ces démarches, pour la réalisation de plans alimentaires également, en lien avec les notions de saisonnalité que l'on a abordées tout à l'heure. Et enfin, un besoin également de partage d'expérience, un point très important. Donc, quand on sait par ailleurs qu'en 2020, le baromètre finistérien de l'opinion a montré que le confinement avait accéléré très fortement la consommation locale, les conditions semblent vraiment réunies pour engager de manière très volontariste ces démarches de reterritorialisation de l'alimentation qui sont particulièrement porteuses de sens aussi au niveau local, notamment dans des projets territoriaux intégrés. Donc, c'est bien l'objet de ce webinaire, de comprendre les enjeux de la reterritorialisation de l'alimentation et de comprendre, au travers d'exemples très opérationnels, d'expériences de collectivité, les déterminants qui font qu'un territoire va s'engager, va réussir cette transition et va réussir cette transformation. Voilà, c'est juste l'occasion, avant Magali, que vous présentiez un petit peu le déroulé de ce webinaire, de remercier très sincèrement, au nom du département, à tous les intervenants à ce deuxième webinaire. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Jacques Brulard. Merci beaucoup. Donc, on voit que les résultats de cette enquête apportent des éléments intéressants pour le travail du Finistère et de ses partenaires. Justement, on va commencer cet après-midi comme vous l'avez si bien introduit. Donc, le programme de cet atelier. Tout d'abord, un rappel de la loi Egalim qui fête ses 2 ans là, cet automne. Puis une problématisation de la reterritorialisation. Ce mot est très difficile. Et des circuits courts par la sociologue Yuna Chifolo. Donc, on en parlait déjà en première partie des assises. Nous aurons ensuite une table ronde avec différentes collectivités pour discuter justement de cette mise en place d'une souveraineté alimentaire. Comment est-ce qu'on fait selon la taille de la collectivité, selon sa situation géographique aussi. Enfin, une action de la AgriLocal 29, donc ainsi que des dispositifs de certains des partenaires du département. Vous pourrez alors poser vos questions à l'issue de ces interventions et je vous invite dès maintenant, comme tout à l'heure, donc à la fois sur Zoom et sur la page Facebook du département, à poser questions et commentaires. Et enfin, vous pourrez suivre les réflexions du facilitateur graphique Patrick Duquesne via ses dessins tout au long de l'atelier. Donc, en amont des débats autour de cette question de la reterritorialisation de l'alimentation, faisons un point déjà sur la loi Egalim qui prévoit en son sein justement un ancrage local des politiques alimentaires et comme je le disais, 2 ans après son adoption au Parlement. Pour cela, nous avons invité Alexandra Marie Moncorgé de la DRAF, donc la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Finistère, à nous rappeler les objectifs de cette loi. Bonjour Alexandra. Bonjour Magali, bonjour à tous. Alors donc je travaille à la DRAF, donc c'est pas la direction du Finistère, mais bien de Bretagne. Donc c'est l'antenne régionale du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et j'occupe la place de chef de pôle offre alimentaire, qui en fait met en œuvre au niveau régional les politiques nationales en matière d'alimentation. Donc pour resituer rapidement, en fait notre feuille de route, c'est le programme national pour l'alimentation. Qui comprend 3 axes thématiques. On en a parlé ce matin, celui de la justice sociale et de la lutte contre la précarité alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'éducation à l'alimentation des jeunes et des moins jeunes. Et 2 axes transversaux qui vont nous intéresser particulièrement cet après-midi, que sont les projets alimentaires territoriaux et la restauration collective, et notamment la loi Egalim. Alors, la loi Egalim, je vais resituer un petit peu le contexte. Elle est issue des États généraux de l'alimentation qui ont été lancés en 2017 par le président de la République et qui avaient pour volonté d'engager une réflexion partagée et collective, une démarche de concertation sur 2 grands chantiers prioritaires qui étaient d'une part la création et la répartition de valeur, avec pour objectif une plus juste rémunération des producteurs, avec l'objectif aussi de redonner plus de poids
au secteur amont dans les négociations commerciales. Et le deuxième pilier, c'était une alimentation saine, durable et accessible à tous. Donc de là, de ces deux objectifs et de ces échanges a découlé la loi Egalim qui a été publiée le 30 octobre 2018. Et donc je vais insister plus particulièrement sur le deuxième volet avec les 5 mesures phares que je vais rappeler très rapidement. La substitution des plastiques, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'information et l'affichage à destination des convives, la diversification des sources en protéines, et enfin, ce sur quoi je vais insister particulièrement, l'approvisionnement en produits de qualité et durable. Donc, sur ce dernier point, à partir du 1er janvier 2022, en fait, toutes les restaurations collectives devront atteindre 50% de produits de qualité et durable dans leur total d'achat hors taxe de produits, dont 20% de produits bio. Donc, parmi les produits éligibles, sont éligibles les produits sous signe de qualité, AOP, IGP, label rouge. Je ne vais pas tous les citer, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que le caractère local n'était pas pris en compte directement dans ce calcul des 50% pour la bonne et simple raison qu'il n'existe pas à ce jour de définition réglementaire du caractère local d'un produit. Donc, le législateur, dans le cadre de la loi Egalim, n'ayant pas voulu introduire cette définition, les produits locaux ne sont pas stricto sensu pris en compte dans le calcul de ces 50%. Alors évidemment, l'objectif, c'est bien d'allier les deux, c'est bien d'avoir des produits de qualité et durables et locaux, voilà, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux qui permettent, notamment par la première étape de diagnostic, de référencer toute l'offre agricole et alimentaire du territoire pour permettre justement de rapprocher cette offre avec la demande et de reterritorialiser, effectivement c'est dur à dire, l'alimentation. Je voulais aussi insister sur le fait qu'on insiste beaucoup sur ces 50%, mais il ne faut pas négliger les 50% restants. Il ne s'agit pas de mettre tout le paquet sur les 50% de produits de qualité et durables, justement pour comment dire, lâcher du lest et diminuer la qualité des 50% restants. Donc j'insiste sur le fait que c'est bien, l'idée est bien de tendre vers une augmentation de l'approvisionnement global en produits de qualité et durable. Peut-être pour très rapidement, pour terminer, je voulais vous dire que j'entends toujours sur le terrain des gens qui disent voilà, c'est difficile de travailler avec des produits locaux, on ne trouve pas de producteurs, mais en fait maintenant on commence à avoir un petit peu de recul sur ces sujets-là, notamment par le développement de nombreux PAT sur le territoire breton. Et on voit bien que maintenant les diagnostics des PAT permettent justement d'identifier les producteurs qui sont capables de livrer notamment la restauration collective avec les contraintes qui s'imposent, notamment d'une livraison plus ou moins fréquente. La rédaction des marchés publics aussi, c'est souvent quelque chose que j'entends de dire les marchés publics sont très contraignants, on ne peut pas accéder au local. Et c'est pas vrai en fait. Maintenant on commence à savoir comment rédiger un marché public en faisant des allotissements plus petits pour permettre de donner accès et de permettre à des producteurs plus petits et non pas qu'à des grossistes de pouvoir répondre à ces marchés publics. Voilà, c'est quelques exemples. Et puis évidemment, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'introduction de protéines végétales dans les menus permet aussi de réduire les coûts pour pouvoir justement augmenter la part de produits de qualité dans l'approvisionnement. Voilà, et donc je voulais insister aussi sur le rôle des collectivités, notamment dans leur rôle en tant que gestionnaire de restauration collective sur ces sujets-là. Le rôle aussi qu'ils ont dans la structuration de filières. Il y a beaucoup de collectivités qui installent, notamment quand les cuisines sont en gestion directe, qui installent des maraîchers sur leur commune, dont le rôle est justement d'approvisionner en direct les cantines. Donc ça, c'est une pratique que l'on voit se développer de plus en plus. Et puis, je rappelle encore effectivement l'importance des projets alimentaires territoriaux qui ont montré effectivement toute la pertinence lors de la gestion de la crise Covid,
de par effectivement leur mise en relation des acteurs, leur bonne connaissance des acteurs du territoire et qui ont permis une réponse très rapide dans ce contexte-là. Et voilà, il rappelle effectivement que ces PAT justement ont été identifiés comme des outils majeurs de mise en relation de l'offre et de la demande et qui bénéficient dans ce cadre, à ce titre, d'un soutien dans le cadre du plan de relance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandra. Ces précisions étant faites, rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc avec Yuna Chifolo, qui est directrice de recherche en sociologie à l'INRAE et spécialiste en sociologie économique et des réseaux. Yuna, vous travaillez plus particulièrement sur les circuits courts alimentaires et leurs impacts sur les producteurs et les consommateurs. Je vous laisse donc faire votre présentation et nous ouvrir la réflexion sur cette problématique de reterritorialisation et le rôle des collectivités en ce domaine. Bonjour Yuna Chifolo. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et cette occasion de discuter avec vous, avec le Finistère, puisque moi je viens de Bretagne Sud et j'ai quand même toujours un intérêt pour ce qui se passe en Bretagne et pour le développement de la Bretagne et des circuits courts en particulier. Alors, je vais vous demander, Magali, de commencer la présentation des slides. Donc, j'ai quelques diapos à vous présenter. Donc, je suis en effet directrice de recherche à INRAE Montpellier, mais je suis également co-animatrice d'un réseau national d'experts sur l'alimentation locale, donc qui s'appelle le RMT Alimentation Locale. C'est un réseau qui est financé par le ministère de l'Agriculture et qui réunit des experts de la formation, de la recherche et du développement. Donc, dans ce réseau, on produit de l'expertise sur la reterritorialisation de l'alimentation, qui prend forme, mais c'est une des formes seulement, donc dans les circuits courts alimentaires. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Justement, je vais vous présenter les résultats de travaux qu'on mène sur la reterritorialisation. Alors, à la fois d'une grande enquête qu'on a menée en 2018-2019, dans laquelle on a rencontré environ 200 organisations nationales ou régionales, et en particulier, on a discuté beaucoup avec les DRAF, les conseils départementaux, mais aussi donc, toutes les têtes de réseau qui travaillent sur l'agriculture, l'alimentation et le rapprochement entre les deux. Puis c'est aussi une enquête qu'on a menée dans le cadre, en lien avec la crise, donc, qui s'appelle Manger au temps du coronavirus, dans laquelle on a reçu justement un certain nombre beaucoup de témoignages sur ce qui se passait en lien avec la crise, et on a pu justement voir que ces tendances de reterritorialisation qui étaient émergentes dans certains territoires, en bon chemin dans d'autres, donc avaient été confortées par la crise, notamment justement dans des territoires qui n'étaient pas encore dans ce type de dynamique. Sachant que derrière ça, c'est deux grandes tendances. C'est premièrement consommer local, c'est-à-dire rapprocher producteurs et consommateurs d'un territoire à travers les circuits courts de proximité, l'approvisionnement local de restauration collective, l'agriculture urbaine, souvent appuyé justement, où ça va supposer aussi de rééquiper les territoires en outils de transformation locaux et de structurer des filières locales ou territorialisées. La seconde tendance, c'est consommer localisé, c'est-à-dire qu'on reconnecte l'aliment avec le territoire de provenance, y compris pour le vendre justement à distance. Donc, mais justement, le produit, quand il circule, donc il est associé à un territoire qui le produit, à des hommes qui le produisent. Et donc, c'est tout un mouvement autour de marques territoriales et ou de stratégie marketing, puisqu'on a justement aussi donc un certain nombre d'entreprises agroalimentaires ou des acteurs de la grande distribution qui vont aussi rentrer dans cette tendance. Alors, les deux tendances ne s'opposent pas, au contraire. Et justement, des collectivités peuvent jouer sur les deux tableaux et peuvent avoir intérêt à jouer sur les deux tableaux au sens où les impacts ne sont pas les mêmes. Et donc, avec ces deux tendances, on peut justement aussi élargir finalement le champ concerné des acteurs autour de la reterritorialisation. Slide suivante. Alors, par rapport justement, qui est l'origine du mouvement, donc cette reterritorialisation, alors à la fois on a finalement, l'agriculture s'est jamais complètement déterritorialisée en France, même si par exemple le mouvement des coopératives a pu avoir cette tendance, donc avec quand même donc vous êtes directement concernés au sens où moi, j'ai beaucoup travaillé avec les coopératives agricoles dans le sud de la France, donc qui avaient à un moment donné quand même perdu un certain nombre de liens avec le territoire. Et donc, mais donc, on a quand même justement des liens qui ont été conservés.
qui se sont renouvelés avec la crise de la vache folle. Hein, donc, c'est un premier moment décisif dans ce regain d'intérêt pour l'ancrage territorial de l'alimentation. Mais aujourd'hui, ou depuis quelques années, ce qui se joue, c'est à la fois une réponse à des besoins de qualité, de réassurance, de transparence chez les consommateurs. Et ça s'est beaucoup vu pendant la crise. Hein, donc, les produits locaux rassurent les consommateurs qui sont en quête de repères. C'est un enjeu identitaire aussi de consommer des produits qui viennent des territoires près de chez soi. C'est évidemment un enjeu de réappropriation de la valeur ajoutée, de diversification de sources de revenus pour des agriculteurs en particulier, justement, qui peuvent être en difficulté sur les filières longues. Je rappelle quand même que l'agriculture est quand même un métier fragilisé, donc avec 40% des agriculteurs qui gagnent un revenu inférieur au SMIC. Donc on est quand même justement dans une tension forte vis-à-vis de l'agriculture. C'est aussi évidemment lié à des volontés politiques pour l'accès à l'alimentation, pour l'emploi. Ce sont des nouvelles formes d'engagement citoyen, en particulier chez les jeunes, donc ils sont assez porteurs finalement de dynamique locale. Et puis, ça peut être aussi, donc on l'a vu au début des années 2000, et donc il y a aussi des formes qui vont s'opposer plus directement à un système alimentaire mondialisé, ou en tout cas essayer de rééquilibrer des rapports de force, y compris localement, justement, entre des gros et des petits, entre des agricultures qui sont plutôt tournées vers l'export, vers le global. Donc, il s'agit aussi de repenser les complémentarités. Et puis, dernier point, et donc là, qui émerge beaucoup avec la crise, hein, qui s'est conforté avec la crise, c'est cet enjeu de sécurité alimentaire, de moindre dépendance au pétrole, aux apports extérieurs, et donc dans une perspective de résilience des territoires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est mode ou tendance de fond. Donc, j'ai cherché justement à y répondre. Alors, à la fois, moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille sur ces dynamiques, évidemment avec des collègues, en particulier des collègues bretons également, et des associations bretonnes comme les CIVAM par exemple. Et puis c'est aussi à travers les enquêtes, justement, pour les enquêter, c'est vraiment une lame de fond, y compris pour des gens qui n'étaient pas forcément justement dans ces dynamiques-là encore il y a quelques années. Donc c'est conforté aussi par l'introduction du numérique, qui donne aussi, qui contribue au changement d'échelle. Alors, même si ça ne se traduit pas encore par des parts de marché importantes, même si ça ne se traduira pas forcément par des parts de marché importantes, mais l'impact, il est plus large. Justement parce que les mondes ne sont pas étanches. Et ce qui se passe dans les circuits courts et dans l'alimentation locale a aussi un impact, on le voit, sur les stratégies des distributeurs, sur un certain nombre ou sur les comportements des consommateurs, y compris quand ils vont au supermarché. Donc, c'est en ce sens qu'aussi, il y a une tendance forte, une tendance qui est liée, alors qui se voit aussi derrière, c'est les collectivités qui s'en emparent à travers les PAT, à travers des politiques qui sont d'investissement à la fois économique et humain, avec des nouveaux partenariats publics-privés autour de ce thème. Et puis, donc, plusieurs axes d'action à travers, justement, on en parlait, donc, alors qu'on a présenté dans un hors-série, hein, slide suivante, s'il vous plaît, comme ça je montrerai, donc un hors-série qui est toujours disponible. Donc, on a fait justement une synthèse des grandes tendances et puis avec des actions, des initiatives très concrètes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour développer des circuits courts, pour préserver le foncier, pour mettre du local dans la restauration collective. Notamment, on a présenté un exemple agri-local, mais il y en a d'autres justement, parce que l'agri-local peut correspondre à certaines situations. Dans d'autres cas, donc vous verrez une diversité justement de façons de faire. C'est aussi de l'agriculture urbaine ou un certain nombre d'applications ou de marques pour aider à consommer local. Donc derrière ça, c'est justement un certain nombre d'investissements, d'actions qui sont mises en place. Slide suivante, s'il vous plaît, qui évidemment pose la question du pourquoi et des impacts de ces initiatives. Slide suivante. Merci. Donc là aussi, c'est un questionnement au sens où derrière cette reterritorialisation, c'est pas tant une fin en soi, hein, donc derrière, c'est un certain nombre d'impacts qui sont recherchés, alors pour la durabilité, pour la transition. Donc, au niveau social, c'est souvent ce qui est le plus évident. On a derrière ça, c'est du lien social entre producteurs et consommateurs, mais pas seulement. Au-delà de ça, du lien social dans les territoires, c'est pour des agriculteurs la rupture de l'isolement, de la fierté de voir ses produits consommés dans son territoire. C'est aussi, j'en parlais, une dimension identitaire. C'est aussi de la valorisation des bonnes pratiques, et en particulier des bonnes pratiques liées à l'environnement, et un certain nombre d'apprentissages. Au niveau économique, il y a des enjeux autour de la valeur ajoutée, j'en parlais, mais aussi de l'emploi.
d'un revenu plus régulier pour les producteurs, parce qu'on peut très bien gagner sa vie en circuit court. Alors même si c'est compliqué, même s'il faut bien s'organiser, même s'il y a un intérêt d'être dans des collectifs pour partager un certain nombre de coûts, même si les modèles économiques restent fragiles. Fragiles aussi parce que, par exemple, dans la reterritorialisation, certaines collectivités peuvent avoir tendance à faire à côté, reproduire ce qui existe déjà plutôt que de négocier ou de s'organiser avec des structures en place. Et par exemple, on utilise encore peu la logistique des coopératives dans cette reterritorialisation, alors que justement, il y a un certain nombre déjà des équipements, de la logistique qui pourraient servir davantage. Et donc, on perd parfois, on le voit justement dans le cas d'un certain nombre de créations de plateformes qui se créent ou qui essaient de se créer finalement sans regarder suffisamment ce qui existe localement. Et puis, du point de vue environnemental, l'enjeu, c'est le changement des pratiques agricoles. Alors, plus ou moins, ça va dépendre justement des formes de circuits courts. Les circuits courts directs sont plus favorables que les circuits courts avec des intermédiaires. En particulier, notamment, par exemple, une vente à la grande distribution va toujours être contrainte par le respect de la norme zéro défaut sur les fruits et légumes qui oblige quand même de traiter en amont. Donc, on a justement un certain nombre de différences à ce niveau-là. C'est aussi, et derrière ce changement des pratiques agricoles, c'est non seulement l'écologisation, mais c'est aussi la diminution des gaz à effet de serre, puisque dans l'alimentation, c'est pas tant le transport qui produit des gaz à effet de serre que les modes de production agricole. C'est évidemment des enjeux autour de la préservation du foncier et de la qualité de l'eau. C'est aussi de mettre de la nature en ville, où on le voit, il y a pas mal aussi de connexions avec le zéro déchet. Alors évidemment, des faiblesses logistiques au niveau de ces reterritorialisations, et aussi parfois des collectivités qui ont une tentation de l'agriculture high-tech pour finalement s'affranchir d'un certain nombre de difficultés locales, mais qui posent de nouvelles questions, en particulier de nouvelles questions au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau des nouvelles dépendances économiques ou stratégiques que ça génère. Et puis des enjeux nutrition-santé. Alors beaucoup dans cette reterritorialisation, les consommateurs ou les producteurs proposent des produits aussi derrière qui vont être frais, naturels, des produits de saison. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur la qualité nutritionnelle, même si en effet il faut être vigilant, hein, donc, puisque ça peut aussi réduire la diversité de la consommation de fruits et légumes dans des territoires où c'est difficile de produire justement cette diversité. Donc c'est là que justement parfois il y a des tentations high-tech pour s'affranchir du naturel, alors que l'enjeu c'est plutôt une reconnexion avec la nature dans cette perspective de transition. Et puis enfin éthique, de gros enjeux autour de la répartition de la valeur, plus équitable, plus juste, d'une gouvernance aussi plus horizontale, et puis d'une participation des citoyens, même si finalement derrière la reterritorialisation, il y a aussi beaucoup de cas de simplement relocalisation des filières longues, sans modification de la gouvernance, et qui évidemment ont des impacts plus faibles, voire contre-productifs, vis-à-vis d'une reterritorialisation inclusive, participative. Dernière slide, s'il vous plaît. Alors, derrière ça, quel rôle pour les collectivités? Au moins, trois, et ça c'est vraiment une discussion qu'on a avec beaucoup de collectivités en ce moment. Donc c'est évidemment l'approvisionnement local de la restauration collective, puisque c'est la loi, puisqu'il y a un enjeu et c'est un levier. Pour autant, les producteurs peuvent être réticents parce que c'est contraignant, parce que ça ne paie pas beaucoup. Donc, et le sont beaucoup moins quand justement cet approvisionnement local il est intégré dans une approche filière, qu'il y a un accompagnement aussi, et les collectivités peuvent jouer un rôle derrière ça, la structuration, l'appui à la structuration de filières territorialisées. Mais aussi, plutôt que d'aller chercher des petits producteurs qui vendent déjà en direct, discuter avec des agriculteurs qu'on appelle du milieu, qui sont de taille plus intermédiaire et qui sont en difficulté, qui sont en recherche de diversification, tout en négociant justement les conditions d'une transition écologique pour faire évoluer, alors sans forcément justement passer au bio trop vite, il ne faut justement pas être trop extrême et être dans une démarche de progrès, mais donc on peut justement, et là les producteurs peuvent être davantage intéressés. C'est aussi les collectivités, elles ont un rôle à jouer dans cette organisation de la complémentarité entre le local et le global, au service d'une résilience. Il ne s'agit pas de devenir autonome, mais de repenser, c'est-à-dire c'est plutôt la notion de souveraineté, c'est-à-dire décider de qui nous nourrit, donc reprendre une maîtrise sur les flux et d'organiser ces complémentarités entre justement le local et le global,
ce qui veut dire des complémentarités aussi entre filières, entre acteurs des filières, au-delà du couple producteur-supermarché. C'est-à-dire qu'on voit souvent des collectivités qui passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à penser que le local doit être valorisé dans la grande distribution, ce qui, du point de vue d'expérience qu'on a, et on suit ce dossier parce qu'on ne diabolise pas, évidemment, et quand la grande distribution et les supermarchés sont partenaires, c'est tant mieux. Pour autant, on oublie souvent tout un tissu partenarial potentiel. Ce sont les artisans, les restaurateurs, les bouchers, les boulangers qui font la vie des territoires et qui sont aussi souvent les grands oubliés des projets alimentaires territoriaux et qui pourtant ont justement, qui peuvent être justement des partenaires importants dans ce changement d'échelle. Dernière piste, je n'ai plus mon slide, donc j'essaie de retrouver la dernière idée pour vous. C'était dans cette idée de responsabilité. Les collectivités ont une responsabilité dans la mise en cohérence d'un certain nombre de programmes entre les collectivités. On voit aussi souvent une action en ordre un peu dispersé, avec des concurrences entre régions, départements, communes, alors qu'il y a forcément une place pour chacun, mais évidemment des discussions à avoir dans cette perspective de gouvernance multiniveau de l'alimentation. On ne doit pas oublier justement les initiatives citoyennes qui ont été très puissantes, très réactives pendant la crise et sur lesquelles il faut sans doute davantage s'appuyer dans cette perspective de gouvernance ouverte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yuna Chifolo, pour tous les éléments que vous apportez à notre réflexion. On voit que le sujet est éminemment complexe, évidemment. Justement, on a voulu inviter des communes et des agglomérations qui se sont engagées dans ce chemin de la reterritorialisation de l'alimentation et ainsi différents acteurs représentant des collectivités de tailles différentes pour montrer à la fois les enjeux et les opportunités territoriales. Et pourquoi pas, évidemment, s'en inspirer dans le Finistère. Du coup, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Bousseau, qui est première adjointe et élue référente du PAT de Plouguerneau. Donc bonjour Marie. Oui, bonjour tout le monde. Nous accueillons aussi Nicole Giraud, qui est technicienne en charge du PAT de Redon Agglomération. Bonjour Nicole. Bonjour. Parfait. Et on part même à l'étranger, puisque nous sommes avec David Arkadipan, qui est attaché de cabinet agriculture urbaine de la ville de Liège. Bonjour David. Bonjour à tous. Donc merci à tous les trois d'être présents donc par un écran interposé. Merci Yuna Chifolo également de rester avec nous évidemment pour participer au débat. Et nous allons essayer donc avec ces trois territoires de montrer comment avec des spécificités et des méthodologies surtout différentes, on peut mettre en place des projets de reterritorialisation de l'alimentation efficaces et porteurs de sens sur les territoires en s'appuyant notamment, et on le sait, c'est indispensable, sur des personnes motivées. Du coup, je vais commencer ma première question, peut-être pour vous, Nicole Giraud. Au niveau de Redon Agglomération, vous avez fait un diagnostic préalable à vos changements au niveau de la cantine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, il ne s'agit pas de diagnostic préalable. On a un peu pris le diagnostic en cours de route. En fait, ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait avec la restauration collective et là, on s'est vite rendu compte en fait qu'il fallait qu'on puisse mesurer là où on était vraiment les restaurants collectifs de notre territoire. Du coup, il y a un état des lieux, un diagnostic qui a été fait auprès de chaque restauration collective, notamment pour mesurer l'approvisionnement des cantines, identifier les freins et les leviers, et puis définir un plan d'action personnalisé pour chacun de ces restaurants. D'accord. Et du coup, quel est le rapport aussi avec le programme Plaisir à la cantine? Je sais que vous avez travaillé avec ce programme-là. Oui, en fait, dans le cadre de l'accompagnement qu'on porte auprès des restaurants, nous étions en lien avec la DRAF de Bretagne, qui nous a proposé en fait de tester le dispositif, la formation action Plaisir à la cantine. Donc en fait, c'est une formation action qui est issue d'un travail collaboratif entre les ministères et professionnels, les acteurs de la santé, de l'éducation et de l'alimentation.
Et pour la première fois, en fait, il a été expérimenté sur notre territoire pour l'enseignement primaire, puisque jusque-là, il était conduit pour l'enseignement secondaire. Donc, les objectifs généraux de cette formation-action, c'est de réenchanter la cantine, de relier l'aspect nutritionnel, le goût, la sociabilité, de restaurer une complicité entre l'aliment, le producteur, le cuisinier et le mangeur. Et cette formation, en fait, elle est transversale et multi-acteurs. Ça veut dire qu'elle s'adresse à la fois aux cuisiniers, au personnel de service, à l'équipe éducative, aux parents d'élèves et aux DGS ou techniciens qui sont chargés de la restauration collective. Et en fait, on a 9 journées de formation. Pardon, allez. Je vous en prie, terminez. Oui, et juste pour terminer, il y a en fait 9 journées de formation qui abordent la question d'équilibre des repas, la question du juste prix, l'enfant, le goût, des ateliers cuisine. Donc, c'est une formation vraiment complète. D'accord, merci beaucoup. On voit donc vraiment que la restauration collective a été une entrée stratégique pour parler alimentation et reterritorialisation. À Plouguerneau également, je sais que vous vous êtes beaucoup appuyé sur les autres, sur le travail en réseau. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la genèse et de la mise en place de ce projet collectif? Marie Bousseau. Marie, vous nous entendez? Ça y est, ça a été réactivé. Oui, oui. C'est bon, nous vous écoutons. C'est bon? D'accord. C'est bon, vous écoutez. Donc oui, à Plouguerneau, l'entrée, ça a été aussi la restauration scolaire, avec des réflexions qui ont commencé aux alentours de 2017, avec un projet de nouvelle cantine afin d'assurer la pérennité de la production en régie, des réflexions autour du gaspillage, de l'allotissement des marchés, etc. Et en 2019, en fait, il y a eu un appel à projet lancé par la ville de Montsartou, qui voulait créer un réseau de collectivités engagées dans ces thématiques. Et donc, Plouguerneau a été retenu pour intégrer ce réseau pour une durée de 2 ans. D'accord. Et peut-être que maintenant nous allons passer à Liège. Donc là, on était vraiment sur une commune plus petite. Là, on part sur une grosse agglomération, à peu près de celle de la taille de Brest. David Arkadikan, est-ce que vous avez travaillé également avec une entrée restauration collective au départ sur votre projet d'alimentation locale? Tout à fait. Donc, à la suite des assises de l'alimentation en région wallonne, donc sur un territoire qui englobe l'arrondissement de Liège et la ville de Liège, la restauration collective a été identifiée comme levier important pour promouvoir une alimentation saine et durable. Bon, vous avez demandé de faire des réponses courtes. Là, c'est bon. Merci beaucoup. Du coup, c'est bien parce que comme ça laisse le temps à Yuna Chifolo de réagir aussi à vos propos. Yuna, j'ai envie de vous demander quels sont les déterminants finalement qui poussent une commune à agir dans une politique comme ça d'alimentation locale? Est-ce que ce sont des initiatives citoyennes? Est-ce que c'est la volonté de donner de la cohérence? On en parlait tout à l'heure dans la complexité des actions. Alors, justement, je crois que c'est important. Ce qui est important, c'est de voir qu'il n'y a pas de déterminant au sens où, par exemple, on a longtemps pensé que c'était les métropoles qui étaient, par exemple, les plus actives à ce sujet. Non, on voit que des communes rurales, petites, peuvent très bien se lancer dans ce mouvement, autant que des grandes villes ou des départements, à l'image du conseil départemental du Finistère. Donc, il y a une place pour tout le monde et il n'y a pas forcément des territoires qui sont mieux armés que d'autres. Par contre, en effet, quand on voit que ça fonctionne bien, quand aussi on a un tissu associatif en particulier qui est actif, qui souvent est un peu à initier les choses, et il s'agit pour les collectivités aussi de s'en saisir, pas tant de se les approprier, et puis parce que après ça peut amener à des situations un peu de conflit, mais plutôt justement d'être dans la facilitation, pour essayer aussi de les faire rencontrer ou élargir un peu le périmètre d'action. Donc voilà, il y a un certain nombre de points là-dessus, mais il est clair que souvent justement on voit que le tissu associatif il a été très, très actif justement pour un peu en tant que
pionniers ou vis-à-vis de ce mouvement. Oui, et puis alors Yuna, vous parlez de tissu associatif. Si on revient à Liège, donc il y a eu la construction d'un schéma qui s'appelait Réinventons Liège, avec un processus participatif qui s'est appuyé sur un réseau d'associations et une association mère qui s'appelle la Ceinture Alimentaire, Terre, TE2RE, évidemment. David Arcadican, vous vous êtes vraiment appuyé sur ces associations pour générer aussi de l'acceptation sociale dans votre projet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus le processus mis en œuvre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, la ville de Liège a toujours eu la chance d'avoir un réseau associatif important, en fait, qui est lié à son passé industriel. Donc, on a toujours eu un réseau syndical important et ce tissu associatif, ça a emparé très tôt, en fait, des questions alimentaires, bien avant la ville de Liège et son conseil communal. Et donc, la Ceinture Alimentaire est une association qui va regrouper en fait toutes les initiatives d'alimentation durable sur notre territoire. Et elle a déjà, on va dire, prémâché de nombreuses questions. Elle a prospecté aussi la plupart des producteurs et elle a initié en fait la reconnexion entre les producteurs et les consommateurs de type plutôt citadin urbain. Donc, on parle de milieu urbain. Et la ville de Liège donc s'est associée avec cette association pour développer toute une série d'actions en lien avec l'alimentation durable. Parfait. Au niveau de Plouguerneau, cette fois-ci, là aussi, vous avez beaucoup travaillé au niveau de la méthodologie avec un outil collaboratif, donc qui s'appelle le Wikipat, si je ne m'abuse, et qui est vu un petit peu comme la gare centrale, j'ai envie de dire, de votre projet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous raconter comment, donc, sur une échelle un petit peu plus petite, vous avez permis cette participation jusqu'à même une autogestion du projet? Alors oui, effectivement, dans le cadre, donc c'est toujours dans le cadre de ce réseau Cantine durable territoire engagé. Il y a eu donc notre entrée, c'était la restauration collective, mais le fait d'intégrer ce réseau, ça nous a permis de réfléchir à des thématiques plus larges au niveau donc des micro-bonnes pratiques en cuisine, de réfléchir à une régie agricole, de réfléchir sur la gouvernance alimentaire, etc. Et donc, ça, pour nous, comme on est une petite échelle, Plouguerneau, on est une commune de 6700 habitants, ça passe beaucoup par l'appropriation collective. Donc déjà, je les salue parce que je crois qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont là. Il y a eu une super implication des agents de la commune avec les agents de la restauration qui ont vu beaucoup de leur méthodologie, de leur pratique évoluer. Et puis, ça a été une action transversale de tous les services, que ce soit l'enfance et la jeunesse, la communication, l'aménagement, la culture. C'est aussi pour ça que, à notre niveau, on arrive à avancer sur ces thématiques. Et donc, un des outils pour avancer là-dessus, c'est un site internet qui est un peu une annexe du site de la commune, en fait, qui s'appelle le Wikipat comme projet alimentaire de territoire. Et donc, qui est mis en avant quand on va sur le site de la commune de Plouguerneau. On a un petit logo qui est bien visible, qui nous amène sur ce wiki. Et l'idée, c'est d'avoir le terme de wiki, c'est que c'est un outil collaboratif, en fait. Donc, à terme, pour l'instant, c'est surtout les agents et petit à petit les élus qui se l'approprient. Mais à terme, l'idée, c'est aussi d'avancer avec d'autres acteurs, avec les habitants, etc., pour alimenter ce site sur lequel on va retrouver une cartographie interactive, on va trouver différentes ressources documentaires, des comptes rendus de réunions, etc. Oui, puis on voit bien que votre projet se construit vraiment pas à pas. Ça aussi, c'est important de le signaler. À Redon, Nicole Giraud, pardon, vous avez travaillé aussi via un PAT avec une forte dimension partenariale. Donc, vous avez travaillé avec différents acteurs et beaucoup sur les réunions collectives. Vous pourriez nous expliquer un peu plus la mise en place de cette méthodologie, s'il vous plaît? Oui, en fait, sur le territoire de Redon, on avait déjà une forte mobilisation sur ces sujets depuis près de 10 ans, notamment à l'initiative du Conseil du développement.
Et donc, il nous apparaît vraiment naturel de travailler de manière partenariale en fait sur le PAT. L'objectif, c'était de fédérer un maximum d'acteurs autour de cette démarche. Et donc, on a fait plusieurs réunions publiques qui ont rassemblé des professionnels, des élus et des citoyens. Donc, autour de 4 grosses réunions pour élaborer la charte de notre programme alimentaire de territoire, qui est vraiment la colonne vertébrale qui pose des objectifs de ce qu'on veut en termes d'alimentation et d'agriculture sur notre territoire. Et avec l'élaboration de cette charte, on invite aussi les partenaires, les citoyens, les élus, les professionnels à signer cette charte et à s'engager à faire du territoire de Redon un territoire de production et de consommation responsable. On voit bien à vous entendre tous que la notion de partenariat, de travail en commun est vraiment extrêmement importante, qu'il s'agit des producteurs, des transformateurs, des restaurateurs, des distributeurs, que sais-je, au niveau de la reterritorialisation de l'alimentation. Yuna Chifolo, quels outils existent vraiment pour ne pas partir en ordre trop dispersé, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est à la collectivité d'avoir cette approche structurée et de permettre de mettre en place vraiment un plan de relocalisation de l'alimentation de la ville? Ou est-ce que c'est à d'autres acteurs, comme à Liège, par exemple? Alors, en fait, il y a plusieurs portages possibles, mais les collectivités, elles ont un rôle important à jouer. Et c'est vrai que pour des fois, pour discuter avec pas mal de collectivités, elles se posent la question de leur légitimité à le faire. En disant, au sens où, voilà, en disant que c'est le secteur agricole, finalement, c'est peut-être aussi le domaine des chambres d'agriculture ou dans le réseau associatif, c'est plutôt. Mais en fait, beaucoup d'acteurs, justement, les attendent précisément sur ce rôle de médiation. De facilitation, ce qui ne veut pas dire non plus aller vers un consensus mou qui finalement décevrait les uns les autres. Je pense qu'il faut assumer que dans cette relocalisation, il peut y avoir des stratégies différentes et la collectivité peut aider à les rendre complémentaires. Au sens où, justement, je vous ai montré qu'il y a plusieurs axes possibles et on peut justement avancer dans le sens d'une agriculture et d'une consommation plus soutenable, plus responsable, justement, à travers différents axes. Donc ça, c'est un point important. Et puis, l'autre, c'est aussi que, voilà, dans beaucoup de cas, le partenariat peut se limiter à la consultation et pas on ne confie pas des rôles. C'est-à-dire, l'idée, la notion, c'est plutôt un enrôlement, de donner des rôles à chacun dans ce projet de territoire et donc et pas simplement de consulter les habitants, les citoyens ou les restaurateurs, mais bien finalement de trouver des places et d'organiser des places pour justement éviter des démarches trop descendantes, même quand elles sont locales, ou de partir en ordre dispersé. Et par exemple, on voit beaucoup de cas où les territoires font appel à des consultants externes pour faire des diagnostics ou des plans d'action, alors que les ressources locales sont souvent là. Et justement, plutôt mobiliser les ressources locales pour faire ce diagnostic, ce plan d'action, c'est plus mobilisateur et c'est plus durable que de faire venir des consultants externes qui vont venir, qui vont regarder, qui vont repartir. Donc, voilà, c'est tous ces moments-là qui en fait, où on peut justement faire preuve d'une volonté réelle d'implication des acteurs du territoire et pas simplement de consultation. On voit quand même que au niveau de la qualification aussi du local, Alexandra l'a rappelé tout à l'heure, la qualification même du mot local n'est pas simple. Et du coup, pour aller vers une certaine souveraineté alimentaire, qui est quand même l'objectif, avec la résilience évidemment, beaucoup de collectivités ont choisi de produire leur propre alimentation. Du coup, parmi les collectivités que nous avons invitées, Liège, évidemment, fait figure d'exemple très connu avec son projet Créafarm. David, est-ce que vous pourriez nous expliquer et nous donner aussi quelques chiffres quand même quant à la production vraiment sur la première ceinture de Liège en termes d'alimentation? Oui, bien sûr. Donc, la ville de Liège s'est engagée à développer un système alimentaire territorial équitable, résilient et durable. Et pour ce faire, donc, elle a développé toute une série d'actions. Une des actions ici principales qui m'amène devant vous aujourd'hui, c'est l'action Créafarm.
Donc ici en Wallonie et particulièrement à Liège, nous avons une pression foncière qui est très importante, qui est due à notre densité de population. Donc on a vraiment une pression entre l'habitat, la production agricole et l'activité économique. Et donc l'accès au foncier est très difficile pour des jeunes projets d'agriculture urbaine. Et donc la ville de Liège s'est engagée à mettre à disposition de manière gratuite des terrains communaux pour des projets en lien avec l'alimentation durable. Donc on retrouve souvent des projets de type maraîchage pour une durée minimum de 20 ans. Donc ça laisse vraiment le temps aux porteurs de projets de développer son activité. Et donc notre but, c'est vraiment d'aider les producteurs à développer une offre alimentaire durable sur le territoire de la ville. Et donc dans notre cas, la ville de Liège est propriétaire de nombreux terrains. Et donc de nombreux terrains sont maintenant dédiés à des projets d'agriculture durable. Donc notre objectif est bien de favoriser l'accès à la terre, mais aussi l'autocréation d'emplois, car ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et en répondant, c'est important, à une demande croissante des consommateurs ici en produits en circuit court, sains et de saison, quoi. Alors au niveau des chiffres, pour la ville de Liège, en tout cas pour le projet Créafarm, on est sur des surfaces de plus ou moins 2 à 3 hectares pour le moment. On a une réserve foncière estimée à plus ou moins 300 à 400 hectares. Donc on est au début de cette initiative-là, mais on se rend compte qu'il y a un très grand potentiel. Pour le premier projet Créafarm, sur une parcelle de plus ou moins 8000 m², ce projet nourrit déjà une centaine de familles aux alentours de la parcelle. Donc on voit qu'on peut vraiment avoir un impact important sur la qualité alimentaire de nos citoyens. Merci beaucoup. Et puis félicitations évidemment pour votre projet. À Redon, donc plus près de nous, est-ce que l'agglomération a mis en place aussi une parcelle agricole municipale, donc j'imagine plus petite, mais est-ce que ce projet-là est en cours également pour aller justement vers la souveraineté alimentaire? Nicole Giraud. Oui, alors en fait, nous, on a eu l'agglomération a une opportunité foncière en 2011, et donc on a acheté des terres agricoles sur lesquelles on a installé un espace test agricole en 2016. Donc c'est un outil de formation pour les agriculteurs qui veulent s'installer en maraîchage biologique. Donc on a fait ce choix-là à l'époque parce que on parlait peut-être un peu moins de régie alimentaire, mais on voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs communes sur notre territoire qui se questionnent soit sur la création de régies alimentaires, soit sur la mise à disposition de foncier, comme la ville de Liège, pour installer notamment des maraîchers. Merci beaucoup. Et justement, vous nous parlez de régie alimentaire. À Moinsartou, donc dans le sud de la France, il y a une régie communale qui fournit une grande part de la cantine, notamment. À Plouguerneau, puisque vous avez travaillé avec eux, Marie Bousseau, est-ce que vous avez aussi ce projet d'espace agricole communal? Oui, alors c'est quelque chose sur lequel on a envie de travailler, bien évidemment. Pour ce qui est de l'apport en légumes, en fait, on a déjà des producteurs qui nous fournissent en légumes, et peut-être d'autres opportunités à venir, parce que a priori les coopératives, notamment la SICA, sont en train de changer leur cahier des charges et vont peut-être permettre petit à petit à des légumiers qui sont quand même assez présents sur notre territoire de vendre une partie de leur production en dehors de la coopérative. On parle de 10%, donc on n'a pas non plus envie de rentrer en concurrence avec ces productions locales. Donc nous, on a plutôt envie de réfléchir à un verger municipal. On a déjà commencé tous les ans, en fait, on a des chantiers partagés avec les habitants où on plante déjà des fruitiers sur des espaces municipaux, mais ça reste vraiment à une petite échelle. Et donc là, on veut regarder un peu le foncier, voir les opportunités, travailler aussi un peu en parallèle sur les friches,
pour créer ce verger municipal qui pourrait du coup produire pour la restauration, mais aussi on imagine un lieu de partage aussi et de convivialité pour les habitants. Merci beaucoup, Marie Bousseau. Et j'insiste vraiment sur le fait, vous nous parlez de complémentarité avec les agriculteurs, évidemment. Et du coup, pour terminer cette table ronde, Yuna Chifolo, j'ai envie de vous demander, quitte à mettre un peu les pieds dans le plat, mais est-ce vraiment aux collectivités de produire de l'alimentation? Est-ce que c'est leur rôle? Quelle complémentarité, quelle place est-ce qu'elles peuvent avoir aussi auprès des producteurs, auprès des acteurs existants, des circuits courts, des circuits longs également? Voilà, où se situer dans tout ce système? Alors, les collectivités, elles peuvent aider. Le blocage du foncier, il est important et ça, c'est clair qu'elles peuvent justement proposer des alternatives en aidant. Et les conseils départementaux sont aussi très actifs, on le voit au niveau national, donc sur ce sujet. Des communes s'engagent, mais en effet, ça reste, le foncier agricole reste quand même très, très lié et part plutôt à l'agrandissement des exploitations que à des projets pour nourrir finalement les villes ou les territoires. Donc là, alors ça c'est aussi des responsabilités à la fois de la profession agricole et de l'État. Pour autant, les collectivités peuvent justement aussi participer à ces évolutions en montrant des exemples différents, en ouvrant des portes. Voilà. Et puis, c'est bien cette complémentarité pour l'instant, on est plutôt dans une étape de coexistence. Alors, entre les circuits courts et les circuits longs, et pas vraiment de complémentarité, au sens où il reste encore une image associée aux circuits courts, que ce sont des petits volumes pour les urbains, des classes aisées, alors que non. Les circuits courts, c'est aussi des circuits avec un intermédiaire qui peuvent aussi véhiculer des volumes plus importants. Donc, c'est vraiment important. Ça peut être une stratégie de diversification. J'en parlais, pour des exploitations de taille moyenne pour lesquelles la compétition est dure sur les filières longues. Donc, c'est aussi changer l'image. Les collectivités peuvent contribuer à changer cette image. Aussi, dans les partenariats qu'elles ont souvent avec les chambres d'agriculture, encourager justement cet accompagnement parce qu'en fait, on a quand même beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui cherchent à se diversifier et qui ne sont pas forcément, les réseaux alternatifs n'ont pas forcément justement ni les moyens ni le temps. Les chambres d'agriculture osent pas, enfin, ça peut dépendre des territoires, mais en tout cas, avec l'encouragement des collectivités, on peut justement enclenché cette stratégie de diversification, qui veut dire une remise à plat de l'image, un changement de l'image des circuits courts. Les circuits courts, c'est beaucoup plus populaire, on le médiatise parfois, ça correspond à des besoins, et c'est pas dans l'idéologie, c'est vraiment aussi pour des questions de résistance à des futurs chocs, parce qu'il y en a d'autres, il y en a déjà d'autres qui nous attendent, et donc ce rééquilibrage entre le local et le global, il est important pour nous tous. Donc voilà, c'est en ce sens que les collectivités peuvent justement poser les termes d'un débat, pas tant produire à la place d'eux, mais plutôt aider à reposer le débat sous des termes différents. Merci beaucoup, Yuna Chifolo. Merci à Marie Bousseau, Nicole Giraud et David Arkadikan d'avoir été présents et d'avoir témoigné de vos expériences et de vos projets, évidemment. Yuna Chifolo, je vous invite à rester avec nous puisqu'à la fin de l'atelier, dans la dernière partie, vous pourrez répondre, si vous le voulez bien, aux questions des participants, justement via Zoom et Facebook, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Du coup, nous poursuivons maintenant, puisque en Finistère aussi, le département met en place des outils et des dispositifs pour aider les collectivités à aller vers cette relocalisation, cette reterritorialisation de leur alimentation. Et notamment dispositif phare AgriLocal 29, qui est porté donc par différents départements en France. Mélanie Siché, Haute-Chapelle du service agriculture du département, vont nous faire une présentation de ce dispositif pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Bonjour Mélanie et Aude. Oui, bonjour. Donc Mélanie, responsable du service agriculture et foncier aménagement au département, et Aude qui va me rejoindre à suivre pour présenter AgriLocal. Du coup, vous me dites, c'est bon pour... On vous entend, Mélanie, c'est bon. Ok, ça marche. Okay.
Donc voilà, juste revenir, voilà, dans ce contexte de transition écologique alimentaire numérique, où vraiment les représentations de l'alimentation et les comportements de consommation évoluent. Également dans le cadre du contexte réglementaire présenté par Alexandra là, qui va s'imposer aux collectivités là d'ici un an. Le conseil départemental a souhaité réviser sa politique agriculture et l'élargir à l'alimentation pour répondre à ces différents enjeux. Et cette nouvelle politique a été vraiment le résultat d'une large concertation. Elle a été adoptée il y a un an maintenant et s'inscrit complètement dans ce contexte. Elle vise à accompagner les mutations nécessaires et à contribuer à l'adaptation de l'agriculture aux attentes sociétales et à favoriser aussi l'articulation entre les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Donc, elle s'articule autour de 3 objectifs. 2 objectifs plutôt à destination des agriculteurs, avec un volet sur les projets et les parcours des agriculteurs. Un autre axe qui promeut une agriculture performante et engagée dans la préservation des ressources et des transitions. Puis un dernier axe qui fait le lien entre agriculture, alimentation et territoire et qui cherche à favoriser une agriculture au service d'une alimentation de qualité et ancrée dans son territoire. Et donc, elle s'est traduite cette année pour la première année de mise en œuvre avec la mise en œuvre de différents dispositifs d'aide par le lancement d'appels à projets favorisant l'émergence d'initiatives originales et innovantes et puis par le renouvellement des conventions avec les organismes d'appui qui vont notamment la Chambre d'agriculture et puis la Maison de la Bio qui vont présenter leur offre d'accompagnement là à suivre également. Mais c'est vraiment ces conventions offrent un cadre de travail privilégié pour mettre en œuvre ces différentes orientations. Alors plus concrètement, pour renforcer l'ancrage local de l'agriculture, favoriser le développement des circuits courts, notamment en restauration collective, et puis accompagner les territoires dans leur démarche de PAT, le département propose aux collectivités un accompagnement financier et technique, notamment via un dispositif d'appui aux démarches d'approvisionnement local en circuit court en restauration collective, et une plateforme de mise en relation des producteurs et acheteurs de la restauration collective que Aude va présenter plus en détail, donc AgriLocal 29. Et dernière chose, cette année, le département donc a souhaité tester, comme je disais, des nouvelles modalités d'aide en lançant 2 appels à projets, un à destination des agriculteurs au premier semestre, et puis un second à destination des collectivités pour soutenir, financer des investissements favorisant le rapprochement entre une agriculture de proximité et durable et citoyenne, une alimentation de qualité. Donc cet appel à projet qui était une première, là c'est clos donc lundi dernier avec de belles propositions et de belles dynamiques qui sont enclenchées sur l'ensemble du département et qui montrent vraiment que les territoires se sont emparés de cet enjeu alimentaire. On a eu une trentaine de contacts à peu près, une trentaine de structures qui ont pris contact avec le département et les résultats pour ce premier appel à projet là seront connus au printemps. Au regard du succès rencontré pour ce premier essai, voilà, le lancement d'un second appel à projet est envisagé au printemps 2021 et on se rend compte que voilà, les jardins partagés, la solidarité, la précarité, le lien avec voilà, épicerie sociale, précarité alimentaire qui était abordé au premier atelier sont des sujets qui sont plutôt ressorti dans cet appel à projet. Donc voilà, on voit qu'il y a un besoin et on va voilà analyser ces différentes propositions. Et puis plus globalement, le département intervient sur ces questions au travers de ces différentes politiques agricoles, foncières, au niveau des collèges également, sur les questions sociales, l'insertion, et donc se tient vraiment à votre disposition pour vous accompagner dans la construction de votre projet alimentaire de territoire. N'hésitez pas à nous contacter et voilà, on vous accompagnera sur ces différents sujets si vous souhaitez mettre en œuvre une ou telle action thématique. Je vous remercie et je laisse la parole du coup à Aude. Merci beaucoup Mélanie. Aude Chapelle, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour à tous. Donc, je suis chargée de mission AgriLocal pour le conseil départemental du Finistère. Alors, AgriLocal, je pense que vous l'avez compris, c'est une plateforme numérique de mise en relation directe, simple et gratuite entre les producteurs, les entreprises locales. Elle est ouverte assez largement et les acheteurs de la restauration collective. Alors encore une plateforme numérique, vous me direz, on est tous devant nos écrans en ce moment, c'est pas très motivant, mais en fait AgriLocal c'est bien plus que ça. Ce n'est pas qu'un outil en ligne, c'est vraiment une démarche d'animation et d'accompagnement des changements en direction de la restauration collective, en lien avec la loi Egalim et qui apporte aussi des réponses du point de vue de la commande publique. Nous animons dans le cadre
de visites d'exploitation, de réunions d'information, la rencontre entre les producteurs et les responsables de cuisine d'un territoire, parfois même avec les convives, parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas si simple de répondre à l'attente des usagers en allant acheter des produits aux producteurs du coin ou à la boucherie du bourg. Alexandra Marie, tout à l'heure, a évoqué qu'un des objectifs était bien, au travers des Galim, d'aller toucher des produits, des productions locales. Mais pour ça, on a besoin d'être un petit peu outillé, travailler sur son organisation, son budget, ses équipes. Donc voilà, département du Finistère propose un outil concret et pratique, mais aussi une démarche pour que la restauration collective s'organise, mais aussi les filières d'approvisionnement de proximité et en circuit court, mais pas que, s'organisent pour produire des produits de qualité, durables, issus ou non de l'agriculture biologique, parce que c'est bien là un des enjeux aussi de valoriser tout un certain nombre de productions qui n'ont pas forcément ce label-là. Donc voilà, pour ce faire, nous travaillons en collaboration depuis le début du projet, et c'était un choix assez fort du département du Finistère, avec la Chambre d'agriculture, avec la Maison d'agriculture biologique du Finistère, avec un grand nombre d'acteurs, mais voilà, très rapidement, la Chambre des métiers, le secteur de la pêche, le labo départemental vétérinaire, et puis plus récemment le réseau Agores, qui est un réseau de techniciens de la restauration collective. Donc leur expertise de ces partenaires, leur connaissance du territoire, des initiatives, mais aussi et surtout leur complémentarité sont pour nous des conditions indispensables de réussite du projet. Donc, AgriLocal entame aujourd'hui une étape importante. Après avoir expérimenté sur quelques territoires, nous avons déployé. Et aujourd'hui, la plateforme mobilise 199 fournisseurs, dont 129 agriculteurs et 36 artisans. Donc, nous avons bien touché la cible visée. Et concernant les acheteurs, aujourd'hui sont inscrits 117 acheteurs, dont 41 collèges, puisque le département a la compétence restauration sur les collèges, mais également 43 communes et une quinzaine d'établissements médico-sociaux. Donc voilà, en lien aussi avec les compétences départementales que sont les solidarités sociales, mais aussi avec le rôle du département en direction des territoires et donc des communes et des communautés de communes. Donc, pour ce faire, l'enjeu principal reste l'accompagnement, tant du point de vue des acheteurs que des filières, je répète un petit peu. Mais concernant les acheteurs, le département a mis en place en appui un dispositif qui permet d'appuyer la restauration collective pour des interventions dans le champ de l'adéquation entre l'offre et la demande, mais aussi plus largement l'organisation du service de restauration, la sensibilisation des convives, les volets nutrition. Voilà, un dispositif assez large qu'il ne faut pas hésiter à solliciter, puisqu'il a vraiment été construit en lien avec AgriLocal et en lien également avec les objectifs de la loi Egalim. Pour parler un petit peu plus finement d'AgriLocal, en fait, c'est un outil très très concret, très pratico-pratique, qui permet aux producteurs d'accéder à la commande publique de manière simple, en vraiment quelques clics. C'est parfois un des freins importants venant de la production agricole, que de se dire comment je vais faire pour pouvoir répondre à des marchés publics qui peuvent paraître compliqués, parfois avec une vision aussi méconnu des débouchés de la restauration collective, parce que la restauration collective, ça peut être une crèche à 25 couverts comme un gros établissement à 4000 couverts. Donc, il y a vraiment des besoins spécifiques et adaptés à chaque type de production. Pour les acheteurs, l'intérêt de la plateforme, c'est de gagner du temps, de se simplifier la vie du point de vue de la commande publique, en guidant un chef de cuisine, un responsable, ou une d'ailleurs, pour la rédaction de ces marchés en pas à pas, pour identifier les fournisseurs qui se situent en proximité, et puis pour établir une relation contractuelle et sécurisante, également pour le producteur, dans la durée. Donc vraiment un outil très simple d'usage,
et pour lequel on vous propose un appui, c'est-à-dire que à chaque consultation passée en ligne, derrière, nous avons mis en place une équipe agri-locale qui peut vous accompagner dans l'élaboration des consultations. Voilà, donc faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Vous retrouverez tous les coordonnées sur le site internet d'AgriLocal. Pour conclure, dans le cadre de son projet alimentaire de territoire, le département s'engage avec AgriLocal sur un outil concret en lien avec les collèges, les communes, les établissements médico-sociaux. Certes, il ne répondra pas à tous les besoins de la restauration collective et ce n'est pas son objectif, ni à tous les enjeux de l'agriculture finistérienne, on le devine, mais propose une action pratique et un service de proximité complémentaire des multiples initiatives que l'on voit vivre au quotidien sur le territoire finistérien. Voilà pour cette petite présentation et je laisse Magali faire la transition avec nos partenaires. Merci à vous. Merci beaucoup Mélanie et merci Aude pour ces présentations des outils du département. Donc, comme vous venez de le dire, le département s'engage évidemment, mais ses partenaires aussi dans des démarches d'accompagnement des acteurs pour mettre en place donc soit des filières de relocalisation ou de circuits courts. Voici donc assez succinctement, malheureusement, une présentation de dispositifs de 4 d'entre eux. Et nous allons commencer par la Chambre d'agriculture avec Isabelle Goré-Chapelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Magali, vous m'entendez bien? Nous vous entendons, nous vous voyons, c'est parfait. Je vais vous laisser présenter vos projets. Oui, je suis chargée de mission alimentation à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Juste une précision, la Chambre d'agriculture de Bretagne mène des actions et des missions qui visent à accompagner les agriculteurs dans l'évolution et l'adaptation de leurs entreprises tout au long de leur carrière, et aussi favoriser la recherche et l'échange de pratiques innovantes, ainsi que de dialoguer avec les pouvoirs publics. Dans le cadre des projets alimentaires de territoire, une équipe de 4 chargés d'alimentation territoriale composée de Joël, Gaël, Emmanuel et Hervé, et une équipe alimentation dont je fais partie, ont développé une véritable expertise et vous accompagnent dans les phases de diagnostic, d'études de marché et d'animation, de la valorisation des productions locales à la structuration de filières en adéquation avec la demande locale. En appui de la restauration collective et en lien avec le Conseil départemental du Finistère, comme précisé précédemment, le CRAB est un partenaire du projet AgriLocal 29, mais également un prestataire possible sur les questions d'alimentation telles que les PAT. Nous proposons aux collectivités un accompagnement sur les volets suivants: l'organisation globale des approvisionnements avec une définition du besoin et une mise en corrélation avec l'offre du territoire, cela dans le cadre d'un projet d'achat de denrées alimentaires. Il ne faut surtout pas négliger que la restauration collective reste une des plus exigeantes au niveau réglementaire. Une autre offre concerne l'organisation générale du service de restauration avec un bilan des achats ou la relocalisation de l'approvisionnement alimentaire sur le territoire d'une collectivité. Et enfin, la sensibilisation et communication auprès des élus. Dans un contexte où les acheteurs publics, donc les élus, doivent composer avec la satisfaction des parents d'élèves, l'atteinte des objectifs budgétaires et la nouvelle loi issue des États généraux de l'alimentation, nous avons mis en place une formation qui vous dote d'une boîte à outils pour manager le déroulement du marché, les équipes et les bénéficiaires d'une restauration plus locale. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, sur notre site web et nos antennes de proximité à Brest, Saint-Ségal-Carhaix, Morlaix et Quimper. Et nous sommes dans la construction d'un nouveau site dédié spécifiquement aux collectivités et aux élus qui sera accessible au premier semestre 2021. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces explications. La parole maintenant donc à la MAB, la Maison de l'Agriculture Bio 29, et Cathy Pichon qui est chargée de mission restauration collective et filière locale, donc on est vraiment dans le sujet, va pouvoir nous expliquer son action. Cathy, vous êtes parmi nous? Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons, nous vous voyons, c'est parfait. Bonjour Parfait, Cathy. c'est parti, bonjour à tous. Alors, la Maison de la Bio, juste en quelques mots, une association loi 1901 à caractère interprofessionnel, c'est-à-dire qu'on va regrouper l'ensemble des professionnels bio à l'échelle du Finistère, de l'amont à l'aval de la filière, donc avec des producteurs, transformateurs, distributeurs et des représentants de consommateurs. Alors concrètement, depuis plus de 20 ans, la Maison de la Bio accompagne les collectivités
à l'introduction de produits bio locaux. Aujourd'hui, on va donc accompagner à la mise en œuvre de la loi Egalim, ça a été rappelé, notamment avec les 20% de bio à introduire au 1er janvier 2022. C'est maintenant que ça se travaille. Concrètement, notre accompagnement, le point de départ, ça va être un pré-diagnostic gratuit pour la collectivité. On va faire un état des lieux, des moyens humains, techniques et financiers. Après des premiers conseils et préconisations, on va pouvoir proposer un accompagnement individuel qui va vraiment répondre aux besoins de la collectivité. Donc, c'est un peu une réponse à la carte des besoins de la collectivité, des exemples, formation des agents, les agents, le personnel de production, de services, de distribution, également les élus. On va appuyer la collectivité à la rédaction des marchés publics et notamment l'écriture des lots bio pour pouvoir justement intégrer des critères pour pouvoir favoriser, même si on ne le dit pas, mais en tout cas laisser la possibilité à des producteurs bio locaux de répondre à ces marchés. On fait voilà vraiment le lien avec l'offre bio locale et pour cela on travaille avec le GAB, le groupement des agriculteurs bio, qui a justement la connaissance des producteurs bio en place, mais également des porteurs de projets à l'installation, à la conversion. On va pouvoir également sensibiliser les convives, hein, puisque voilà, ce sont eux qui consomment les produits. Donc, on peut proposer aussi aux établissements de l'accompagnement pédagogique. En parallèle, on va bien sûr accompagner également tous les professionnels bio qui veulent travailler vers la restauration collective, donc par aussi une formation sur le débouché de la restauration collective et avec des visites d'outils de production, de cuisine centrale pour ces professionnels. Et on va également rendre visibles justement ces professionnels bio, notamment par notre carte interactive mangerbio29.fr. Donc voilà, www.mangerbio29.fr, carte interactive pour rendre visibles ces professionnels qui veulent travailler vers la restauration collective. Par tout cela, on veut vraiment structurer les approvisionnements. Concrètement, ce site, il est complémentaire d'AgriLocal. Ça peut être une démarche juste en amont d'AgriLocal de savoir justement où sont les professionnels. Et tous les professionnels qui sont inscrits sur les deux sites, voilà, on va pouvoir retrouver le lien justement entre un opérateur qui est référencé sur MangerBio29, on aura un lien direct vers AgriLocal. Donc, c'est vraiment une démarche complémentaire pour favoriser l'interconnaissance entre les fournisseurs et les acheteurs. Et on propose tout au long de l'année, 2 à 3 fois dans l'année, des visites filières pour que justement les cuisiniers élus viennent dans des entreprises sur des fermes bio pour mieux comprendre justement les contraintes et les envies de ces professionnels. Merci beaucoup Cathy, c'est parfait pour cette présentation. Et puis voilà, on a bien noté toutes vos coordonnées. Nous passons maintenant à l'ABOCA, donc laboratoire public, et Jean Lartigue, son chef de service conseil utilisateur, présent avec nous pour nous parler de son travail. Jean-Michel, vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? A priori, oui. Les deux, tout est parfait. La technique fonctionne à merveille. C'est à vous, Jean-Michel, on vous écoute. Très bien, merci. Je suis Jean-Michel Lartigue, donc chef du service conseil expertise alimentaire du GIP LabOCA. Je ne suis pas breton, ça s'entend mon accent. Cela dit, j'ai rejoint donc LabOCA il y a à peu près 1 an. Donc, LabOCA est un laboratoire public breton, donc qui propose du conseil, de l'expertise et de l'analyse. Donc, nous sommes implantés sur 2 sites dans le Finistère à Quimper et Plouzané. Donc, sur ces 2 sites, nous réalisons des prélèvements et donc des analyses de laboratoire dans des domaines aussi variés que l'hygiène alimentaire, l'eau, l'environnement, l'amiante, la phytopathologie végétale ainsi que la santé animale. Donc, en appui de la restauration collective et en lien avec le conseil départemental du Finistère, donc le GIP LabOCA est un partenaire majeur donc, du projet AgriLocal. Et dans ce cadre, nous apportons nos conseils pour garantir et faciliter le rapprochement entre les producteurs fournisseurs et les restaurateurs utilisateurs de cette plateforme. Alors, comment est-ce qu'on agit? On agit en fait par plusieurs biais. Donc, les 2 principaux, c'est l'accompagnement des producteurs dans la mise en place de leur plan de maîtrise sanitaire, ce qu'on appelle les PMS, pour leur permettre de livrer la restauration collective. Bien entendu, on intervient dans un deuxième temps auprès de la restauration collective pour qu'ils puissent intégrer ces approvisionnements en termes de sécurité alimentaire dans leurs procédures, leurs méthodes et organisation de travail, et donc dans leur propre PMS. Une fois que nous faisons ces 2 actions, il faut quand même tenir compte qu'on est au cœur du système, on est sur le terrain, on est au contact des 2 acteurs, et souvent, donc, lors de nos interventions, on devient facilitateur parce qu'on peut rencontrer des problématiques sur le terrain. L'exemple type, là, nous sommes intervenus il y a peu auprès d'un chef de cuisine et d'une cuisine autonome, donc d'une collectivité locale, qui s'approvisionne auprès d'un GAEC, producteur local de viande. Et on s'est rendu compte que l'étiquetage n'était pas forcément assez complet pour permettre une traçabilité parfaite du produit.
Donc, par le biais de chef de cuisine, nous avons pu nous mettre en relation avec le GAEC, donc producteur, se mettre en relation avec lui expliquer quelle était la problématique et l'aider et l'accompagner dans la mise en place d'une conformité complète de son étiquetage et donc de cette traçabilité produit. Donc ça, ce sont des actions concrètes qui peuvent illustrer notre aide et notre travail d'accompagnement, de facilitateur donc dans ce lien entre producteurs et restaurateurs. Et pour finir, toujours dans le cadre de nos prestations pour la restauration collective, un point important, nous intervenons également pour les accompagner dans la mise en place d'un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on le fait au travers de diagnostics, au travers desquels nous pouvons mettre en place un plan d'action, mais également de formation de sensibilisation des équipes donc sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà rapidement et concrètement ce que peut faire l'ABOCA comme partenaire majeur d'AgriLocal 29. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous, Jean-Michel, beaucoup. Maintenant, nous aurons au niveau de la restauration collective et d'Agores avec Sophie Gallou, qui est déléguée départementale donc de l'Association nationale des directeurs de la restauration collective. Sophie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez tous? Bonjour Sophie, tout est parfait. Bonjour. On vous écoute. Bon, parfait. Donc Sophie Gallou, oui, je suis directrice de la restauration pour les établissements des Genêts d'Or, et puis je suis donc administratrice au niveau national d'Agores, et puis déléguée départementale. Donc l'association Agores, c'est une association qui regroupe des responsables de la restauration territoriale et médico-sociale. Il y a à peu près 1500 adhérents sur toute la France. Les objectifs d'Agores sont d'abord de sortir les responsables de leur isolement, éviter que chacun soit dans sa cuisine et puis fonctionne de manière vraiment individuelle, faire des partages d'expériences, des partages de compétences et puis monter en gamme, notamment acquérir la meilleure qualité au niveau de nos restaurations collectives. Alors, il y a différents moyens pour communiquer. Donc, déjà, il y a le site Internet, puis il y a une veille réglementaire qui fonctionne très, très bien. Il y a des réunions régionales qui sont organisées tous les ans, un forum national également une fois par an, des cafés-débats, et puis d'autres moments de réunion où on peut débattre et discuter de tous les sujets d'actualité. Donc la loi Egalim est évidemment un gros sujet d'actualité. Donc on discute beaucoup de la suppression du plastique dans la restauration collective, la réduction du gaspillage, les approvisionnements bio en local, et puis les produits sous signe de qualité. Donc il y a un lien très fort qui a été construit entre Agores et puis mes collègues qui sont intervenus juste précédemment, et également avec le conseil départemental, et la plateforme AgriLocal est un très bon outil, et donc du coup on incite tous nos collègues adhérents à Agores de l'utiliser, cette plateforme, parce que c'est vraiment un élément facilitateur et qui nous permet à tous de monter en gamme et d'avoir plus de produits bio, plus de produits locaux servis dans nos structures. Voilà, donc pour le lien, si vous voulez des contacts ou des liens sur Agores, donc on a un site internet, et puis moi au niveau départemental, je fais le lien, et du coup si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter, je vous transmettrai mes coordonnées. Merci. Merci à vous, filles. Merci beaucoup. Du coup, on voit qu'on a de nombreux outils d'accompagnement possibles dans le département pour mettre en place ces filières locales et plus équitables avec évidemment des produits sains. Donc, voici maintenant venu le temps des questions. C'est la dernière partie donc de ces assises de l'alimentation. Pour des raisons techniques, je vais vous demander d'être assez succinct et de ne poser qu'une seule question par intervention, s'il vous plaît. Et puis, on pourra ainsi regagner un petit peu de temps qu'on a perdu. Donc, au niveau des réponses, par contre, on verra qui pourra répondre en fonction de vos questions, mais ce seront principalement Yuna Chifolo, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors Mélanie Sich du conseil départemental. Pour les autres, évidemment, et notamment les techniques, on transmettra aux partenaires ou aux services dédiés et vous aurez une réponse dans les meilleurs délais. Stéphane, est-ce que nous avons une question sur les réseaux sociaux, s'il te plaît? Une question d'Anthony Batani qui est avec nous. Bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends très bien, Anthony. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. D'accord, très bien. Bonjour à tous. Écoute.
Alors moi j'avais une petite question, c'était simplement par rapport au plan de relance en fait. C'était pour savoir si, à votre connaissance, dans le plan de relance, il y a des éléments qui figurent dans les compétences départementales et notamment au niveau évidemment du sujet d'aujourd'hui concernant l'alimentation. Alors, c'est une très bonne question, Anthony. Et du coup, pour le plan de relance, je vais plutôt passer la parole donc à Alexandra Marie Moncorgé de la DRAF qui va pouvoir vous répondre. Je veux bien que vous me reprécisiez la question, s'il vous plaît. Alors, la question, c'est de voir, Alexandra Marie, si au niveau du plan de relance donc du gouvernement, hein, il y avait une ligne qui était prévue, localisation. Alors, dans le plan de relance, en fait, il y a plusieurs mesures qui sont prévues. Donc, il y a un accompagnement des PAT pour 80 millions d'euros. Donc, il y a 3 millions d'euros qui sont prévus pour les PAT émergents. Et il y a 77 millions d'euros qui sont destinés à accompagner la montée en puissance des PAT qui sont déjà un petit peu plus avancés. Donc, ça vise des investissements aussi bien matériels qu'immatériels. Donc là, évidemment, tous les projets qui ont trait à la relocalisation de l'alimentation seront tout à fait pertinents. Il y a une autre mesure aussi qui vise les cantines scolaires des petites communes. Donc c'est celles qui sont éligibles à la fraction cible en fait de la dotation de solidarité rurale et qui permettent en fait aussi encore une fois de financer les investissements matériels et immatériels qui vont permettre d'accompagner d'atteindre en fait les objectifs de la loi Egalim. Donc là encore, la question de la reterritorialisation de l'alimentation est sous-jacente. Alors, il faut savoir que les mesures sont pas encore tout à fait définies, qu'elles sont encore en cours de finalisation et d'arbitrage, malgré ce qui peut être mis en ligne sur le site officiel du plan de relance. Mais voilà, dès que toutes ces mesures seront en vigueur, je ferai une communication large en conséquence. Merci beaucoup, Alexandra Marie. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'avais une autre question pour Chifolo. Nous avons parlé tout à l'heure dans la table ronde d'un projet de territoire, vraiment avec alimentation, parce qu'on sait que ces projets, au niveau de la relocalisation, peuvent aussi avoir une dimension sociale forte, avec pourquoi pas la ruche qui dit oui, comme nous ont parlé les étudiants tout à l'heure, pourquoi pas un territoire zéro chômeur, comme je sais que ça se met en Bretagne. Bref, on est vraiment sur quelque chose de transversal. Du coup, Yuna Chifolo, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'alimentation finalement ne sera la rentrée pour remplir de développement territorial? En effet, l'alimentation, ça nous concerne tous et c'est vrai que c'est aussi un levier pour des synergies parce qu'on a, même si la tradition, elle est un peu de travailler en silo avec des travaux sur l'agriculture, sur l'énergie, enfin qui sont souvent menés de façon séparée. Certaines collectivités montrent justement cette capacité à refaire du lien dans des politiques alimentaires, voire même des politiques agroécologiques et alimentaires, à l'image par exemple de ce qui peut être porté à Montpellier, mais dans d'autres villes. Hein, c'est pas simplement que les métropoles. Là, il y a aussi beaucoup de petites villes qui justement, et c'est encore, ça peut être même plus facile dans des petites villes de refaire cette transversalité déjà au sein même de la collectivité. Et en plus sur le territoire, on parle justement beaucoup d'écosystèmes territorial à partir de l'alimentation. En essayant justement de valoriser les synergies entre secteurs d'activité aussi, parce qu'on voit bien quand même le lien fort entre circuit court et tourisme. Ça contribue à l'attractivité du territoire, donc ou accueille aussi, enfin tout un certain nombre de services aussi qui sont liés à l'alimentation locale. Et donc ça permet justement, en tout cas, on a un potentiel pour ce décloisonnement. Même si en effet il faut quand même lutter contre la tradition, ou plutôt les routines de ce travail en silo. Mais là encore, on a de très beaux exemples justement de transversalité. Merci beaucoup, Yuna. Et du coup, nous arrivons à la fin de ces assises de l'alimentation
donc 4e édition. Merci à tous évidemment pour votre présence. Merci à l'ensemble des intervenants d'avoir joué le jeu de la dématérialisation et de s'être confrontés aux impératifs techniques qu'elle demande. Voilà, c'est pas toujours évident. Vous pouvez maintenant retrouver et partager la vidéo de ces assises via la page Facebook du Conseil départemental du Finistère. Et ça, c'est un nouvel outil, en revanche, qui nous permet de voir et de revoir les débats et puis de les poursuivre, évidemment, parmi vous. Je vous souhaite maintenant, en tant que clôture, au nom du département du Finistère, une très bonne fin de soirée. Kenavo.